Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct, à retrouver bien sûr chaque soir sur bismart.fr en replay ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, c'est la photographie de marché de ce début d'année 2024, cette grande fracture qui continue de s'écarter entre les États-Unis et la Chine, alors que les actions américaines, certaines actions américaines sont au plus haut historique. Le Nasdaq 100 est au plus haut historique. Le S&P 500 est au plus haut historique. Grâce à ce groupe des 7 magnifiques, l'indice des 7 magnifiques est lui-même au plus haut historique. Voilà pour l'histoire américaine. Face à cela, les actions chinoises, elles, sont au plus bas au minimum depuis plusieurs années. Quand on prend des indices larges de Chine domestique comme le CSI 300, voire beaucoup plus quand on regarde les actions chinoises cotées à Hong Kong. L'indice de Hong Kong est au plus bas depuis plusieurs décennies maintenant, avec une décote quasi historique. Comment comprendre cette situation et quelles décisions en retirer en matière d'investissement pour la suite? Ou est-ce que le couple rendement-risque à ces niveaux semble le plus intéressant, avec le risque politique évidemment qui va avec, côté chinois bien sûr, mais également côté américain, avec la perspective d'une élection présidentielle en novembre prochain. Ça ne vous aura pas échappé. Voilà donc la question à la une, à laquelle tenteront de répondre nos invités de Planète Marché dans un instant, au démarrage d'une semaine qui commence bien. C'est le premier point. Vous aurez les infos clés du jour sur les marchés dans un instant avec Pauline Gratel. Semaine qui verra les premières réunions de Banque centrale de cette année. On aura la décision de la BOJ dans la nuit, a priori statu quo attendu du côté du Japon, et puis la Banque Centrale Européenne qui se réunira ce jeudi, là aussi pour un premier tour de piste de cette année 2024. L'autre grosse partie pour les marchés, c'est bien sûr la montée en puissance des résultats d'entreprises, avec parmi les poids lourds mondiaux qui publieront leurs résultats cette semaine. Netflix aux États-Unis, on aura Intel également, pas mal de boîtes dans la consommation, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Colgate également publieront leurs résultats cette semaine. Et puis côté européen, les premiers poids lourds qui seront LVMH, attendu jeudi matin, et puis dans la partie technologique, ASML ou encore SAP. Voilà donc pour le programme du jour et de la semaine. Et comme chaque lundi, à retrouver à partir de 17h45 notre quart d'heure américain hebdomadaire avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas. Nous reviendrons avec lui sur la crise immobilière aux États-Unis, et notamment l'immobilier de bureaux, qui reste quand même un marché et un secteur très compliqué dans cette économie américaine qui résiste bien. L'autre sujet étant évidemment la politique, avec une voix qui se dégage très rapidement pour Donald Trump, qui va peut-être être investi, en tout cas qui remportera peut-être l'investiture républicaine le plus rapidement cette année, face à des concurrents qui sont en train d'abandonner. On a vu l'abandon de Ron DeSantis, et demain soir, la primaire dans le New Hampshire tranchera le sort de Nikki Haley face à Donald Trump. Avant d'entamer notre discussion de marché, les infos clés du jour au terme de cette séance. En Europe, une semaine qui commence bien pour les indices actions. C'est avec Pauline Gratel. Le CAC est dans le vert en ce début de semaine et gagne plus de 1% au cours de la séance, grâce notamment au record historique du S&P 500 et du Nasdaq 100. Ces nouveaux plus hauts ont été rendus possibles grâce à la surperformance des 7 magnifiques: Apple, Microsoft, Tesla, Meta, Nvidia, Amazon et Alphabet. Autre marché majeur à ne pas oublier, le marché japonais, avec un Nikkei qui continue sur sa lancée et qui se rapproche de ses records des années 90, avec une progression de plus d'1,5%, portée lui aussi par le secteur technologique. À ce titre, les investisseurs seront très attentifs aux résultats publiés par Intel, IBM, STMicroelectronics et ASML autour de la demande sur les puces. Du côté des valeurs, le deal du jour, la Française des Jeux lance une offre publique d'achat pour le propriétaire d'Unibet. La FDJ s'apprête à débourser 2,6 milliards d'euros, la plus importante opération de son histoire. Cette opération est saluée par le marché, avec un titre de la Française des Jeux qui gagne plus de 7% aujourd'hui.
Parmi les fortes hausses du jour, on notera aussi le rebond d'Alstom. Après avoir complètement déraillé en octobre dernier avec un warning historique, le groupe rebondit aujourd'hui en tête du CAC avec en ligne du mire la publication de son chiffre d'affaires du troisième trimestre ce mercredi. Demain, on prendra connaissance de la décision de politique monétaire au Japon avant celle de la BCE ce jeudi. À suivre aussi cette semaine la première estimation de la croissance américaine au quatrième trimestre. Bloomberg anticipe une augmentation du PIB de 1,9% en rythme annuel. La semaine sera également rythmée par les résultats de plusieurs entreprises dont Netflix, Tesla, Intel Outre-Atlantique et LVMH entre autres côté français. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Bazissière est avec nous, le président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Alain Pitous d'être avec nous également. Bonsoir Alain. Bonsoir. Senior Advisor ESG et Eric Turgeman, co-directeur de la gestion collective d'Ophi Invest Asset Management est à nos côtés également. Bonsoir Eric. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Eric, c'est le sujet que je mettais à la une, c'est la photo pour moi de ce début d'année, c'est même plus qu'une photo, parce que la dynamique plaide en faveur des actions américaines et est de plus en plus défavorable, semble-t-il, aux actions chinoises, si bien qu'on a cette fracture historique sans doute entre ces deux mondes, le marché action américain est au plus haut ever. Les marchés d'actions en Chine sont au minimum sur des plus bas Covid, voire bien avant pour certains indices. Comment on explique cette situation et en termes d'investissement, qu'est-ce que ça appelle comme réflexion pour la suite? Où est-ce qu'on trouve aujourd'hui le meilleur couple risque-opportunité sur ces marchés actions? Alors la deuxième question, effectivement, si on regarde la valorisation, on se dit qu'il y en a un qui est relativement cher et l'autre en Chine où on appelle ça value, quoi. C'est vraiment complètement décoté. Donc évidemment on aurait envie de dire on va tactiquement sur ce qui est très en retard. Simplement ça on aurait pu le faire l'année dernière aussi et l'écart se serait accru. Donc c'est pas forcément un catalyseur. Après, plus fondamentalement, qu'est-ce qui a porté la Chine depuis les 15-20 dernières années? Quand on regarde bien, la croissance chinoise était supérieure à tout ce qu'on trouvait partout dans le monde, enfin en tout cas dans les pays occidentaux. Ça, c'était le premier point. L'usine, c'était l'usine du monde. La Chine, c'était l'usine du monde. Donc on en profitait en Occident. On allait acheter des biens fabriqués pas chers, dans des conditions d'ailleurs plus ou moins licites qu'on ne regardait pas. En tout cas, on cachait la chose. Et puis, on avait l'impression que la Chine s'ouvrait au capitalisme avant Xi Jinping. Donc tout ça faisait qu'on se disait c'est un peu un Eldorado, il y a plus de croissance que dans le vieux continent, etc. Quand on regarde les trois paramètres, la croissance chinoise, elle est en train d'atterrir comme les autres croissances mondiales. Donc on ne parle plus des 10%, on parle même plus de 5%, maintenant on est content à 4%, donc après ça sera 3%, et puis on va tendre, ce qui est mathématique. En plus, ils ont quand même un petit problème, c'est que l'enfant unique, à un moment donné, ça commence quand même à se voir. Donc, ils ont fait ça pendant 30 ans ou quelque chose comme ça. Donc là, on voit bien qu'il y a un aspect démographique. Et les pays qui ont un problème démographique, ils ont un problème de croissance. L'ISR, c'est mon camarade de gauche qui va en parler, ça n'aide pas non plus la Chine, parce que sur les deux aspects, acheter des marchandises en Chine, les faire venir en camion, consommer du carbone, tout ça, on voit bien que c'est plus dans l'air du temps. Et puis faire travailler les enfants chinois non plus, on commence à faire attention à ça aussi. Donc ça aussi, ça va peser sur structurellement. Ouais. Et puis le pays qui allait vers le capitalisme avec Xi Jinping, on a l'impression que ça devient un peu plus rigoureux, plus sur les géopolitiques. Avec Taïwan d'un côté, éventuellement toujours des conflits économiques, géopolitiques avec les États-Unis, ça fait beaucoup. Voilà. Et face à ça, on a une économie américaine qui continue toujours à croître. On ne sait pas trop pourquoi, mais le consommateur américain est là. Ça porte, ça porte l'économie. Les grands leaders technologiques sont là-bas. Donc oui, ça fait une distorsion de prix, mais c'est très très dur aujourd'hui de dire
parce que l'un se paye beaucoup moins que l'autre, il faut aller sur le moins cher, c'est pas évident. Ce qui est intéressant aussi quand on regarde, parce qu'il y a beaucoup d'indices actions différents en Chine, à commencer par les indices mainland China, domestique et le marché de Hong Kong. Et je regardais, c'est Bloomberg qui rapportait effectivement cette évaluation ce matin. Les actions chinoises cotées à Hong Kong, celles qui sont les plus facilement accessibles par les investisseurs internationaux, offrent une décote de plus de 30% et même 36% par rapport aux mêmes actions cotées sur le marché chinois domestique. Ça montre bien aussi ce régime de deux marchés qu'il y a entre un marché ouvert sur le monde, mais qui décote beaucoup plus que le marché intérieur chinois, beaucoup plus fermé et domestique. Mais le marché qui est fermé, c'est du mal à lui... Enfin, on a du mal à lui donner un sens, il est fermé, donc voilà, par essence, il ne peut pas se comparer aux autres marchés, quoi. Donc voilà, c'est décoté. Bon, et donc... Vous dites même tactiquement ou stratégiquement, il n'y a pas l'envie d'en remettre beaucoup plus que nécessaire. Après, tout dépend des stratégies. Le problème, c'est que les investisseurs sont échaudés. C'est-à-dire qu'on leur a dit à chaque fois, il faut y aller, c'est le bon moment, c'est le bon moment. Là, il faut convaincre. Et qu'est-ce qu'il faudrait... Enfin, la value, c'est pas un trigger, c'est pas un catalyseur. Voilà, des choses qui sont pas chères, elles peuvent le rester. Vous voyez, les banques, c'est pas cher, ça reste pas cher. L'automobile, c'est pas cher. Enfin, il y a quand même des boîtes en Chine qui ont de l'activité. Ce que je veux dire, c'est que ce soit dans la partie tech, grande plateforme Internet, je veux dire, il y a peut-être moins de croissance, mais il y en a quand même. Il y a quand même des secteurs booming, tout ce qui est tourné vers la transition énergétique, le véhicule électrique, etc. Là, j'imagine qu'il y a des boîtes qui ont de la croissance, qui ont du momentum quand même. Oui, mais dans une économie qui n'est pas ouverte. Donc, c'est ça le problème, quoi. Je ne vais pas comparer, pour avoir des boîtes au Venezuela qui ont de la croissance aussi, on n'aurait pas envie d'aller là-bas. Donc à un moment donné, on va quand même plus vers les pays. Alors je sais que c'est très à la mode de parler de démocratie, dictature et tout, mais marché boursier, on a plus envie d'aller aux États-Unis, en Europe, au Japon, voilà. Et puis après, je pense aussi que la Chine a pâti d'arbitrage en faveur du Japon aussi. Et d'ailleurs, du coup, l'un peut expliquer l'autre. Voilà. Alors ça n'a rien à voir. Japonais et Chinois n'ont rien à voir, mais enfin, c'est des marchés asiatiques. Et puis il y avait eu l'inverse, qu'on revient à 90. Oui, ça fait 34 ans, ça ne rajeunit pas. Voilà, on revient sur les niveaux-là. Donc ça a été 30 ans de décroissance des marchés japonais qui se refont un peu une santé, au détriment aussi de la Chine. Mais je vous dis, structurellement, il y a quand même beaucoup de raisons pour lesquelles la Chine est évitée actuellement. Et encore une fois, je reviens, c'est pas les prix qui font que ça peut... Il faut un catalyseur. Faut un catalyseur. C'est une bonne comparaison, ça. Est-ce que la Chine de 2024, c'est le Japon des années 90 ? Oui, alors il y a la Chine et l'Inde aussi qui ont bénéficié de cet arbitrage. Et en Inde, il ne fallait pas grand-chose. Donc le Japon et l'Inde qui ont bénéficié de l'arbitrage Not China. Voilà, c'est ça. Il y a ça. Et je crois qu'un des points à soulever est important. C'est démocratie et populisme. L'arbitrage, il est vite fait. C'est-à-dire que vous ajoutez un risque. Et on l'a vu, tous les marchés qui étaient drivés par des dictateurs ou des populistes, ils comportent un risque élevé d'inflation, de choc sur la banque centrale, de guerre, etc. Donc ça élimine tout, quoi. Donc, et les investisseurs, ils sont très très adverses au risque. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Après, l'autre question, c'est de se dire, alors la Chine nous a habitués aussi au truc, quoi. C'est-à-dire au truc qui fait que ça se relance d'une manière ou d'une autre. Alors généralement, c'était gros investissements dans l'immobilier, on ouvre les vannes du crédit, où on fait des ponts et des routes un peu partout. Là, pour le moment, ils ont empêché certains institutionnels de vendre. Bon, ils ont empêché ils ont mis des tarifs de courtage un peu plus bas. Bon, ça marche pas très bien. Ils ont empêché les ventes à découvert. Bon, là, quand on en arrive là, c'est vraiment, on sait plus quoi faire. Et on pourrait espérer un plan de relance massif, mais je pense que les Chinois n'en veulent pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent essayer de rééquilibrer, et bon, ils n'y arrivent pas. Il n'y a pas de consensus politique, visiblement, au plus haut niveau de ce point de vue-là. C'est ça. Et puis, il y a juste un petit défaut aussi, c'est le poids de la dette, qui est la dette des institutions publiques au sens large du terme, que ce soit les autorités locales, le gouvernement, etc., qui sont en grande difficulté. Et alors, le consommateur chinois qui était habitué à placer son épargne retraite en immobilier, il ne peut plus le faire. Donc, il y a un arbitrage vers moins de consommation pour reconstituer de l'épargne d'une manière ou d'une autre. Donc, tout ça est assez mauvais. Et puis, c'est ce que disait Eric, c'est la visibilité est meilleure. Quand vous êtes investisseur non lié à un benchmark, quand vous êtes avec un benchmark international, vous mettez vos 3% de chiffre, vous ne posez pas vraiment de questions, vous en mettez 2,5 et puis c'est très bien.
Mais quand vous êtes client qui a la possibilité de faire autre chose, libre. La Chine, il y a vraiment d'autres choses à faire. C'est dead money là pour vous, même 2024. Alors après, C'est vous avez commencé à le dire tout à l'heure, pour la première fois, on voit des investisseurs longs qui étaient très négatifs sur la Chine depuis des années, qui se disent il y a peut-être un petit coup à faire, un petit coup tactique sur ces niveaux-là. Bon, je laisserai ça. Enfin, moi, c'est pas pour c'est moi. la petite mais- histoire, quoi. Oui, c'est un peu la petite histoire, mais enfin, c'est quand même c'est des BlackRock, c'est des gens comme ça qui repondèrent un peu la Chine, pour faire entre guillemets un coup. Mais d'habitude, vous savez, quand on est gérant, on dit on est prudent à court terme et confiant à moyen terme. Mais là, on est pas vraiment confiant à court terme, et puis alors, à long terme, on se dit il y a tellement mieux à faire ailleurs, quoi. Et après, il y a la valo, donc à un moment donné, ça peut rebondir sur ce que vous disiez, quelques valeurs qui peuvent tirer la cote. Mais quand vous avez un commissaire politique derrière chaque décision d'entreprise, c'est mort, quoi. Il n'y a rien à faire, quoi. On ne peut pas investir sur ce genre de choses. Mais ils n'ont pas compris encore ça, les Chinois, parce qu'ils sont obnubilés en ce moment. La direction politique est obnubilée par Taïwan, par le rôle de la Chine, les BRICS, etc. Oui, la politique l'emporte, surtout. La politique l'emporte, donc bon, il faut qu'ils comprennent. Bon, pour le moment, ils n'ont pas encore compris. Et ils vont se resserrer, d'ailleurs. Ça va être même pire sur le plan politique, ce qui se passe sur le plan économique. Il y a des flux de capitaux qui sortent et tout. Enfin, c'est une situation qui est quand même assez complexe. Les investissements directs étrangers vers la Chine l'an dernier, c'est 0. Je veux dire, on n'a jamais vu ça dans l'histoire. C'est passé en 3 ans du top à 0. Je parle des investissements directs étrangers, pas des flux boursiers. Vous imaginez, vous êtes investisseur, vous dites à votre conseil d'administration, on a une super idée, on va faire des usines et on va mettre 50 ou 100 millions en Chine. C'est pas facile à faire passer, quoi. Bon, ils sont à combien les ratings equity GPS sur la Chine? 12 sur 10 8 sur 10. 8 sur 10 Avec une espérance de gain mathématique. Oui. Uniquement basée sur les ratings, donc de 25% à peu près. C'est-à-dire qu'il pour avoir dans le passé, un rating sur la Chine de cet ordre de grandeur a précédé en moyenne des performances de l'ordre de 25% à 3 mois en rythme annualisé. Sauf que notre indicateur de sentiment de marché reste puissamment négatif. Et ça, c'est à relier à tout ce qui vient d'être évoqué. Et je ne vois pas personnellement de grands boards, de fonds de pension, d'investisseurs institutionnels longs revenir sur des décisions éventuellement passées de réduction de la pondération sur la Chine, voire même dans certains cas, que ce soit une terre interdite maintenant, compte tenu de tous les risques politiques qui ont été, et géopolitiques qui ont été... notamment pour l'univers anglo-saxon et américain en premier lieu. Et il est certain que le Japon en bénéficie, l'Inde également, et les perspectives de l'Inde n'ont rien à voir. Et pour revenir à un élément démographique qui a été mentionné et qui est très puissant, si on regarde alors à très long terme, à horizon fin du siècle. Oui, c'est la démographie, quoi. La Chine va faire moins 40, c'est ce qui est prévu aujourd'hui. Les États-Unis vont faire plus 18. Incidemment, la France va faire moins 6. Et la zone euro est assez négative. On va commencer par l'Allemagne, plus gros poids dans la zone euro, et le deuxième plus gros poids étant la France. Et je ne parle pas de l'Italie, de l'Espagne, de la Grèce, qui s'effondrent potentiellement. Si on n'arrive pas à redresser la barre ou s'il n'y a pas des modifications assez sensibles Le sujet est sur la table partout, au plus haut niveau politique et du débat public aujourd'hui. Et c'est une bonne chose, et c'est même tard, compte tenu du fait que... c'est un paquebot, la démographie. C'est un paquebot, absolument. Et que ça ne se décrète pas. Et qu'on peut remarquer que dans le monde, il y a des pays qui gèrent ce sujet de façon objective, avec moins de passion et plus d'objectivité. Et ces pays sont toujours les mêmes, ce que nous appelons les AAA+, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, etc. Les pays nordiques aussi, européens nordiques, la Suisse,
gère cette problématique-là. Avec une migration de travail très bien structurée, notamment, ça fait partie des atouts très aussi. Structurée, efficace et très. Enfin, vous voulez émigrer au Canada, même au Québec. Bon, c'est bien de parler français, mais il faut montrer vos diplômes, votre expérience professionnelle. Il vaut mieux avoir 35 ans plutôt que 3 ans. Ou plutôt que 70 ans. Et donc, ça contribue puissamment à la croissance démographique de certaines zones et à la décroissance d'autres. Donc là, c'est très structurel. L'Inde, croissance démographique également. Et pour la Chine, donc, même si on ne regarde pas le très long terme, à horizon 5 ans, donc la population va baisser, est en train de baisser, mais en plus, ce sont à horizon de 5 ans, ce sont les cohortes productives qui baissent en pourcentage. Oui. On passe de les 25-55 ans. Oui, c'est le prime age, quoi. Les 25-55 ans sont en train de passer de 54% de la population chinoise à 50% d'ici 5 ans. Ça, sur la base d'une population qui elle-même baisse. C'est très compliqué. L'an dernier, 23, c'est moins 2 millions de personnes en Chine en net sur la population globale, sur l'âge effectif, le meilleur âge pour travailler, 25, 59 ou 55, c'est moins 10 millions. Oui, pour consommer et épargner. Ils ont tout fait pour ça, quand même. Eric. Oui. Non, mais quand je dis la natalité, ça fait plusieurs années qu'ils essayent de renverser la politique de l'enfant unique. Vous avez droit à un enfant plus si voilà, vous avez droit à 2, vous avez droit à 3. Mais j'avais eu cette phrase d'un banquier magnifique. C'est comme l'inflation, c'est-à-dire ça se décrète pas. Non. Petite parenthèse sur le luxe. C'est-à-dire, tout ce qu'on vient de dire là, dans quelle mesure ça affecte un secteur comme le luxe aujourd'hui? Quand je dis luxe, c'est la consommation discrétionnaire menée par des entreprises européennes, notamment sur le marché chinois. Cette ambiance de conflictualité entre la Chine d'une part et puis les pays occidentaux d'autre part nuit clairement aux entreprises qui sont qui exportent beaucoup ou qui sont très exposées en produisant localement, et les exportateurs en premier lieu, parce qu'on voit bien que l'Europe est en train de constituer une taxe carbone à l'importation, que cela vise implicitement ou explicitement clairement des flux d'importation qui historiquement se déversaient en Europe, et on a compris, on est moins naïf. Et on pilote avec cette double contrainte de réduire les déficits budgétaires et d'améliorer le bilan carbone, y compris de nos importations. Donc le fait que la Chine décrète des mesures potentiellement de rétorsion, potentiellement. Oui, c'est une enquête, menace, etc. Je dirais c'est un élément négatif en plus. En plus, c'est une incertitude. Ces enquêtes ou ces négociations, parce qu'en fait, derrière ça, il y a des négociations au plus haut niveau. Elles durent très longtemps. C'est une épée de Damoclès assez importante. C'est un brouillard persistant. Exactement. Donc, ça a infléchi très sensiblement à la baisse les perspectives de résultats des entreprises dans ce domaine-là, qui déjà n'étaient pas extraordinaires en tant que telles. Donc ça leur a donné un nouveau coup, plus le fait que leur valorisation relative au taux s'est profondément dégradée avec la hausse des taux qu'on a eu. On n'a toujours pas un rating favorable sur le segment. Ce qu'on a décrit sur la Chine, plus le coût du capital qui augmente, etc., est-ce que ça obère structurellement, effectivement, les perspectives d'un secteur poids lourd comme le luxe? Et quand je dis luxe, c'est spiritueux, consommation discrétionnaire, etc. La question aussi du secteur de la technologie et des semi-conducteurs, notamment. On a eu plutôt un message rassurant de TSMC la semaine dernière, mais là aussi, cette dimension chinoise, elle est importante pour des secteurs clés comme ça aujourd'hui sur les marchés, Eric. Alors le luxe, c'est compliqué parce qu'il y a l'hyperluxe et le luxe. L'hyperluxe. Il y a le vrai et le faux, quoi. Alors l'hyperluxe, les Ferrari à 4 millions d'euros. Détenu par Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, peut se passer n'importe quoi dans le monde. Les taux, ils peuvent aller à 15%. C'est complètement insensible. Complètement insensible. Après, qui est Ferrari et qui est... Voilà, donc, peut-être Hermès, plus ou moins, LVMH, oui, non. C'est compliqué, ça dépend quoi. Les bouteilles de champagne, il y en a qui sont passées de 36 € à 48. Il faut voir l'explosion en peu de temps. Peut-être qu'à 36, certains y allaient, à 48, ça fait un peu... Vous voyez, donc, quelle est la sensibilité? Alors après, pour revenir à la Chine,
nous, on a une filiale là-bas, Bien sûr. à Hong Kong. Bien sûr. Ils nous disaient que les Chinois, certains à la base, quand ils ont une montre de luxe, baissent leur chemise. Ouais. Alors qu'il y a 10 ans, c'était le contraire. Ouais. On montrait sa richesse. Il y en a eu souvent des campagnes anticorruption Ouais, en mais Chine. là, c'est au-delà de la corruption. D'accord. C'est Plus d'affichage. plus d'affichage. Et Tout le c'est côté réel, quoi. aspirationnel, statutaire du luxe, des produits qu'on porte, il Ça est a en baissé. train de se camoufler un petit peu derrière la prospérité commune, quoi. Voilà, et moi je me souviens, maintenant il y a plus de 20 ans, mon précédente vie, on avait lancé des fonds luxe, pas luxembourgeois, luxe, Oui, oui. et le pitch était de dire qu'il y avait un milliardaire toutes les je sais pas combien de minutes, et c'était C'est vrai, ça. et tout, donc Bah, bien sûr. milliardaire, voilà. Là il y a peut-être des milliardaires, déjà un peu moins, et puis il y a ce côté qu'on n'affiche plus, voilà, donc bon attention, ça va être intéressant de voir les résultats d'LVMH qui vont Ah ouais. aborder, et le Ouais. discours. Ces boîtes-là, c'est des valeurs de croissance. Les valeurs de croissance, il faut toujours qu'elles soient en croissance. Le jour où elles ne le sont plus, elles perdent leur statut et on ne les paye plus Question. comme une valeur de croissance. Ouais. Et il suffit de dire on était à 18%, on est à Ouais. 16%, ce qui est encore très très bien, mais ça veut dire un déclin, c'est la dérivée seconde, et là on peut avoir des sanctions. Donc à suivre, ça va être intéressant ça. On pense toujours que ça n'arrivera jamais, mais les changements de statut, Le c'est changement de possible, statut, et c'est parfois très très c'est très violent. Hein. Et alors, Alain. justement, c'est aussi... Sur le luxe, il y a un vrai risque ou pas? Parce que moi, je suis d'une génération qui n'a jamais parlé du luxe que comme étant effectivement, la croissance, double digit. Enfin, pour un groupe comme LVMH, tout était possible. Dès qu'une faiblesse apparaissait dans une zone, d'autres marchés compensaient et même surcompensaient. J'ai connu que cette mécanique-là. Ouais. moi. Bon, effectivement, il y a le risque du changement de statut. Et on le voit, ça vient pas forcément très très vite. Hein. Si on regarde Apple, c'est une boîte de croissance qui a quand même sérieusement ralenti sa croissance. Pour le moment, ça se voit pas trop dans son appréciation, enfin, même si ça devient un peu moins évident. Mais je dirais que plus généralement, ce qui est intéressant, c'est de se dire, parce qu'on a eu des marchés qui étaient très drivés par quelques valeurs. Hein, on l'évoquait avant de commencer la séance, quelques valeurs qui tirent la croissance. L'année dernière, les Magnificent Seven. On a eu comme ça dans le passé des concentrations, et la statistique a fait mal. C'est que ça finit quand même toujours mal. Donc on se dit, est-ce que ça ne va pas arriver encore une fois cette fois-ci ? Là, on les compte au nombre de 7. Mais vous avez raison. C'est-à-dire, quand on regarde dans le groupe des 7, bon, déjà, Tesla, elle a quand même bien décroché. Oui, Apple, elle ne fait plus rien. Et quand on regarde la performance du S&P 500 depuis le début de l'année, alors c'est du 4% ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est déjà très bien. C'est 75% de la performance est tirée par Microsoft et Nvidia. Ouais. C'est-à-dire que partant d'un groupe de 7, il y a deux valeurs qui font 75% de la hausse sur les 3 premières semaines. Là. La chance qu'on peut avoir, c'est qu'elles ont quand même pris beaucoup d'avance, ces boîtes-là. Donc on se dit, elles peuvent reculer. On peut très bien avoir un Nasdaq sur 2024 qui fait 0. Parce que ces grandes valeurs, justement, ont tiré la cote à la baisse, et puis des portefeuilles qui afficheraient des très belles performances. Un peu l'inverse de ce qu'on a eu cette année, où on pouvait très bien être investi 100% sur le Nasdaq et avoir fait 15%. Quoi. Ce qui est quand même frustrant quand vous êtes gérant, que vous avez passé beaucoup de temps à choisir des valeurs, et puis que ce n'est pas celles qui montent parce qu'elles ont monté, mais pas autant que les quelques-unes qui ont tiré. Et ça, franchement, la statistique n'est pas bonne. Quoi. Et moi, je regarde beaucoup les indicateurs de AI4Alpha. Bien sûr. Généré par les outils d'intelligence artificielle. Donc, alors c'est particulièrement difficile en ce moment. On a des discussions sans fin avec des gérants qui sont abonnés à nos systèmes parce que le stress est très bas. C'est-à-dire que globalement, je ne parle pas du stress action, mais le stress action, devises, matières premières, etc., est très bas. Il n'y a pas d'énormes volumes, pas d'énormes volatilités, donc on a un stress qui est assez bas. Donc ça incite à être positif. On a les beaux indices, je veux dire les indices de croissance qui sont topiches. Hein. On a du mal à se dire qu'ils peuvent aller plus loin. C'est un peu le sentiment. On a l'inverse sur la Chine qui est extrêmement négatif. Donc on se dit ça peut plus baisser. Puis on regarde 3 semaines après, ça a encore baissé. Donc c'est un peu compliqué. Mais moi je pense, mon interprétation un peu contrariante, c'est de se dire le stress il peut plus baisser trop. Donc à un moment donné, on est fragile, quoi. Et puis quand on est sur des niveaux de surinvestissement, de surexposition, de surachat. Et c'est les grands indices américains, les techs, le high yield, tous ces indices-là sont quand même, l'Inde, sont très topiches. On est sur des niveaux, on se dit, il va falloir des sacrées nouvelles. Alors peut-être coup de bol, on va avoir les résultats
qui vont tomber, donc qui vont qui arrivent. Voilà, je sais pas. Et ça va être intéressant de voir. Ils nous ont tous parlé d'IA il y a 6 mois, ils nous ont tous parlé d'IA il y a 3 mois. Là, il va falloir qu'à un moment donné, il y ait à manger, quoi. Et voilà, on peut avoir des marchés qui sont un peu en lévitation comme ça. Apple, qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer sur l'iPhone? Je vois pas ce qu'ils peuvent trop annoncer avec un marché chinois qui est quand même un peu en panne. Alors peut-être que des petits Indiens vont tous se mettre à acheter des iPhones, mais bon voilà, on est sur un marché qui est assez complexe. Je dirais pas qu'il faut vendre tout, certainement pas, mais écréter gentiment les. C'est-à-dire que c'est un moment où on peut. La hausse doit serviir à sélectionner vraiment ce qu'on veut garder. Et puis il y a un moment de sélectivité dans cette hausse. Et après, il y a un autre élément aussi, c'est-à-dire que il y a 18 mois, quand on vendait quelque chose, on faisait du négatif sur ce qu'on avait. Là, aujourd'hui, vous faites 4% en attendant. Donc, c'est pas un gros stress. Encore une fois, le champ des possibles est ouvert. Les gérants qui ont un benchmark à respecter, c'est beaucoup compliqué quand même. L'effet Tara. Oui, there is a reasonable alternative. Oui, c'est ça. Après Tina, c'est Tara. Sur ce qui tient Wall Street, Gilles, donc ce groupe des 7 magnifiques, on les met toujours au nombre de 7, mais encore une fois, voilà, c'est ce qu'on décrivait avec Alain. Il y en a 2-3 qui sont déjà au-dessus des 2-3 dernières, quoi. Tout à fait. Ce qui tient Wall Street, donc les 2 valeurs que vous mentionniez, sont intimement liées à l'intelligence artificielle. Oui. Microsoft, Nvidia, il y a une vraie cohérence pour vous de retrouver ces 2 valeurs en haut du panier. Et donc là, je dirais que c'est une incertitude. Il faut, sur la projection effective dans un nouveau monde, en termes d'intelligence artificielle, moi, je ne suis pas forcément dubitatif. Je pense que les progrès de l'humanité fonctionnent de façon, avec des bons absolument exceptionnels. Et donc, moi, je reste ouvert. Il faut rester ouvert intellectuellement parlant. Sur Nvidia, il y a 6 mois, on avait encore des ratings constructifs parce que la dynamique des perspectives relatives, la dérivée seconde, mentionnée par Eric, était la plus favorable au monde pour une boîte de cette taille-là. Ça faisait quand même réfléchir. Incroyable. Et avec un rating un sous-score de valorisation qui était cher, qui était faible, donc, mais la somme était quand même se regarder. Et pour des investisseurs benchmarkés, justement, si vous n'en avez pas... C'est incontournable. C'est très... Et aujourd'hui, alors, 6 mois après aujourd'hui, on a le paradoxe, c'est que notre sous-score de valorisation a progressé, parce que en fait, la boîte n'a plus un PE infini, mais en fait un PE de quelques dizaines, qui est quand même relativement élevé, mais son PE a beaucoup baissé. Et sa dynamique de perspective reste toujours à ce stade très très bien orientée. Donc en fait, il faut être ouvert, je pense, sur ce qui se passe. Et être ouvert objectivement, au sens où il est possible que cela continue. Et pour conclure, sur Wall Street, en règle générale, quand on observe le taux de marge des entreprises sur le très long terme, là encore, intéressant de prendre quelques décennies des références historiques, de recul. Eh bien, depuis les années 70, on a toujours fait le taux de marge des entreprises est croissant structurellement, au détriment du travail. C'est clair, la rémunération du travail. Donc là-dedans, il y a de la productivité aussi, bien évidemment, mais qui va assez sensiblement dans la poche des actionnaires et non pas du travail. En moyenne, bien sûr, et sur la tendance. Et ce qui est très intéressant de noter là, c'est que la récession Covid a eu un impact invisible sur le taux de marge. Et qu'on est aujourd'hui à des taux de marge qui sont bien plus élevés que les plus hauts précédents. On a franchi une marche. Voilà. Et immédiatement, à 3 mois après... Ça veut dire quoi ? On peut reculer un peu sur ces taux de marge, mais pas revenir... à l'antérieur. Alors, en tout cas, si on accepte de regarder cette évolution-là, c'est une des raisons fondamentales derrière la bonne tenue des marchés. Maintenant, en effet,
ce qui est très important, c'est de scruter les taux de marge des entreprises et l'évolution à partir de maintenant. Globalement. Une remarque à faire par Alain, rapport à ça, vas-y. Vraiment une remarque, c'est j'oublie les 7 grandes. Le PE du reste est plus bas qu'en 2022. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec des boîtes qui valent moins cher qu'en 2022. Alors Oui. Dans l'univers des petites, moyennes Des moyennes, capitalisations, oui, puis etc. même, Et puis même le reste oui, bien sûr. Oui, il y a le S&P 20 et le S&P 480. quoi. excusez-moi. Non, du coup, Sur la protection, la capacité des boîtes à maintenir encore des taux de marge historiques après avoir franchi ce palier à la hausse. Ouais, Alors Eric, bon, Parce que continuons. j'allais dire à peu près la même chose qu'Alain, à peu près. Mais avant la hausse de fin décembre, là, où Ouais. ça a explosé grâce à la baisse des taux, c'est la seule raison. Les taux sont effondrés, le marché a boomé. Mais début décembre, la performance du S&P hors les 7 Ouais. était même négative. Négatif. C'était négatif. Oui. D'ailleurs, le Dow Jones, on sait que ça veut. Oui. Quand même. C'est l'indice dont tout le monde parle le soir à la télé. Il était négatif pendant très longtemps. Donc, effectivement, le marché n'a pas explosé. C'est cette valeur. Ouais. Et d'ailleurs, hors les 7 magnifiques, le S&P fait une performance 2023 comparable à C'est ça, l'Eurostoxx ça, ou au c'est Stoxx 600. équivalent. Quoi. Voilà. Alors, de ce point de vue-là, on ne démérite pas. Nvidia, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas analyste et c'est compliqué de donner un prix. Donc j'ai entendu effectivement ce que Gilles disait sur la Valo. Maintenant, ils font des bénéfices. Donc c'est plus un peu infini, mais c'est quand même, je pense que c'est quelques dizaines effectivement. Oui, 50-60 peut-être, au moins, oui, même plus. Oui. 38. Ah bah 38, 40. Oui, c'est du Bon, Hermès, quoi. Value. C'est du Hermès. Mais tout ça n'est pas chèrement valorisé si les bénéfices augmentent. Parce que si on paye 38 fois cette année, 19 fois l'année prochaine et 8 fois dans ces mêmes données, mais Regardez le PEG, j'en sais rien. il dit, Mais c'est voilà, le PEG. c'est ça. Ouais. Et compte ces pour ces croissances- boîtes-là d'hypercroissance. Et ces croissances on ne sait pas. Voilà, évidemment. Enfin, On ne l'intelligence sait pas. artificielle- Alors la question c'est est-ce que ce thème de l'IA générative Ah, mais ça, oui. ruisselle et se décline. Oui, mais là je parle maintenant, je ne parle pas Non, mais oui, d'hypothèse maintenant. ou de spéculation. Rendez-vous dans 10 ans. Mais maintenant. Là, pour les résultats des prochains trimestres, est-ce que ça va inonder, ruisseler à travers Les d'autres résultats, secteurs? On ne sait pas. Par contre, ça va inonder en termes de besoins, de vente, de chiffre d'affaires. D'accord. Ça c'est évident, à pas revenir en arrière. Mais en 2000, je ne vais pas faire l'ancien combattant, mais en 2000, il y avait aussi la technologie qui se développait. On savait bien qu'Internet allait exploser. Ouais. Simplement qu'il y en a qui étaient beaucoup... Le contenu, le contenant, là, tout ce qu'on disait sur Vivendi, qui s'appelait pas... Est-ce que le ça, délai de diffusion est plus court aujourd'hui ou pas? Mais sans doute, mais après, il y a plein d'acteurs, tout le monde ne va pas être gagnant. Bon, tout le monde dit c'est Nvidia. C'est Ok, sûr. contact, attention à la pensée unique, en se disant c'est Nvidia et pas les autres. Peut-être, peut-être pas, il y en a d'autres. Et là, en fait, c'est parce que c'est dans les indices que de toute manière, on ne cherche pas à savoir s'il y en a d'autres. Alors, les autres, c'est du private equity en se disant il y a ce petit acteur à droite à gauche. Mais dans les grands, il y en a un, c'est l'éléphant, ça pèse. C'est le pure play, 10%, quoi. Donc on ne sait pas, on y va dessus. Il faut faire attention, voilà, c'est tout. Alors, et je n'avais pas remarqué que Tesla avait beaucoup baissé, ça. Bon, ça a un peu décroché, Tesla. Oui, c'est un peu décroché sur les baisses de prix, la question chinoise, etc. Ah voilà. oui, parce que là aussi, à un moment donné, c'est compliqué à évaluer quand on se dit ça vaut la capi de tous les autres constructeurs, alors que la somme des Tesla vendus, c'est pas la somme de tous les autres voitures vendues. Donc ça veut dire qu'il y a autre chose. C'est dur à évaluer. Donc bon, voilà. La différence par rapport à 2000, je crois qu'effectivement, il y a toujours cette crainte de se retrouver dans une bulle. Donc ça, on est tous... Mais je dirais que les investisseurs sont quand même plus prudents malgré tout qu'avant. Je pense qu'on est quand même assez nombreux encore vivants à avoir vécu la bulle 2000 et écouter Eric à l'époque, il disait qu'il fallait vendre parce que c'était une bulle. Je me rappelle, j'y étais. Oui, puis certains sont là au quotidien pour nous le rappeler à tous, en l'écrivant, en le diffusant, en le republiant, etc. La différence, c'est qu'à l'époque, c'était des start-up et des petites boîtes. Bien sûr. 1000 fois le chiffre d'affaires et machin. Là, c'est Microsoft. En fait, c'est des boîtes qui sont quand même aussi câblées pour faire du résultat, qui savent qui ont une communication financière différente, qui ont des systèmes de diffusion de leurs outils qui sont quand même pas les mêmes. Et je crois que je pense à toutes les boîtes en dessous, justement, qui lèvent et qui pitchent sur l'IA et qui. Alors les boîtes en dessous, ce qui a beaucoup performé aussi ces dernières années, ces derniers mois, c'est les boîtes du cloud qui sont quand même extrêmement importantes pour l'IA.
Et ces boîtes-là, comme elles étaient sous pression fin 2022, elles ont coupé les investissements, elles ont coupé les recrutements, elles ont coupé les dépenses marketing, et elles ont continué à faire de l'abonnement à fond, et elles font du chiffre d'affaires, et elles font du résultat. C'est plus les boîtes Internet avec deux gars qui faisaient du ping-pong entre deux développements. C'est pas la même chose. Vous voyez, et puis c'est déjà des trucs qui sont utilisés. Ça aussi, ça change. C'est-à-dire que l'IA, c'est... Le délai de diffusion est peut-être beaucoup plus court que ce qu'on a connu auparavant. Le PC, avant d'équiper la planète en PC pour qu'il y ait un vrai effet de masse et de réseau, il a fallu attendre plusieurs années. Alors la grosse différence, c'est que l'IA, c'est parfaitement adapté pour les systèmes où il y a un process. C'est-à-dire que quand vous avez un système avec un process, l'IA, et vous êtes vraiment à l'optimiser. Alors que Internet, c'était, vous vous retrouviez avec une connexion Internet, vous ne savez pas ce que vous pouviez regarder. Là, on est quand même, c'est très différent quand même le système. Alors je ne dis pas que c'est pour ça que ça va monter, mais c'est un peu différent de ce qu'on a pu connaître en 2000. Change de sujet, Eric, et puis tour de table, il faut qu'on avance. Donc, première réunion de Banque Centrale, ça commence cette semaine avec la BCE. Christine Lagarde, j'ai compté, a parlé au moins 4 ou 5 fois la semaine dernière à Davos. Qu'est-ce qu'elle nous a pas dit à Davos qu'elle pourrait nous dire de plus jeudi lors de la conférence de presse? Et puis au-delà de ça, alors il y a tout le débat, calendrier, timing des baisses de taux, comment vous vous positionnez par rapport au marché, est-ce que le marché se réajuste un peu? Mais moi, ma grande question, c'est quand les banques centrales commenceront à baisser leur taux directeur effectif, que la rémunération du cash va baisser, qu'est-ce qui va se passer avec, j'ai vu, 6 trillions de dollars sur les money market funds américains, excessivement bien, très bien rémunérés aujourd'hui. On peut faire la même analogie avec le stock d'épargne des Français ou des Allemands, qui est 3 points et demi au-dessus de ce qu'on connaissait en termes de stock d'épargne avant le Covid. Cet argent-là est très bien rémunéré aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe demain quand les taux baisseront de rémunération de cet argent? Est-ce que cet argent part ailleurs? Alors, il y a plusieurs questions, je vais oublier dans l'ordre. Oui, mais celle-là, c'est celle qui m'intéresse le plus. Les banques centrales, ce qu'on va faire... Le calendrier des baisses de taux, on peut en discuter pendant Déjà, des heures. vous pouvez rester, ce stock d'épargne, quand on dit que c'est sur les marchés monétaires, ça peut rester sur le marché monétaire. C'est une option, oui. Déjà la première option, sauf si vous êtes persuadé que, comme il y a maintenant 2 ans, le monétaire rapporte, est négatif. Mais là, je n'ai pas entendu ça nulle part. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien vivre avec un monétaire qui, au lieu d'être à 4, est à 2, et aux États-Unis, au lieu d'être à 5,5, est à 3. Donc ça, c'est une première possibilité. Ensuite, quand il y a de l'épargne, c'est qu'il y a des besoins en face. Donc le monétaire, il n'est pas n'importe où. C'est pas de l'argent qui est dans des coffres. Non, c'est pas sur le matelas. Non, bien sûr que non. Il y a toujours des besoins quelque part. Les banques centrales, ce qu'elles vont faire, à la limite, c'est un truc d'obligataire, c'est de savoir s'il va y avoir 4 baisses, 5 en mars, en juin. C'est un obligataire par rapport à la perf de son fonds, mais en réalité, ça n'a pas une grande importance. Les taux, ils vont baisser maintenant. C'est-à-dire que depuis 2 ans, ils étaient dans une phase d'ascension. Ce qui est important, c'est à quel moment on allait être au pivot. Ils vont baisser. Alors, mars ou juin, nous on disait c'est juin, le marché disait c'est mars, apparemment on recule un peu. Ça peut faire, c'est pas très important. Il y aura 4, 5, 7 baisses. De toute manière, les taux vont baisser. Moi, ce qui m'intéresse au-delà de ça, c'est pour quelles raisons ils vont baisser. Et s'ils baissent uniquement parce que l'inflation est rentrée dans le rang et que finalement tout va bien, c'est le soft landing, c'est très bien. C'est un peu le scénario Goldilocks qui est repris par le marché action. Si les taux baissent, et même un peu plus vite, parce qu'il y a effondrement de la croissance, ça c'est beaucoup plus embêtant. Et c'est ça qui... Pour moi, c'est pas une année de taux. Vous voyez, les taux longs ont baissé un peu trop vite en fin d'année, parce que tout le monde est rentré dedans, ils ne voulaient pas louper le mouvement, et que les institutionnels et tout. Donc dépasser le 2% sur le Bund, c'était trop rapide. Le 4% aux États-Unis, on remonte. On a l'impression qu'on ne va pas être très très loin à la fin de l'année, donc ça ne sera pas travié par les taux. En revanche, la croissance, c'est important, parce que là, on est en train de tangenter 2,5%. Juste pour mémoire, à 2,5% de croissance, c'est le mondial. Mondial. C'est 0,10 PS. Corrélation, c'est 0,10 PS. D'accord. Ça fait 30 ans que ça marche. Il faut être au-dessus de 2,5 pour avoir une croissance. D'accord. Ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, ça a toujours marché. Croissance globale des bénéfices mondiaux des entreprises. Pour les marchés cotés. Européens. Européens, d'accord. Aux États-Unis, c'est la croissance américaine. D'accord. On est à 2,5.
Ça va vite, un point de croissance dans un sens ou dans l'autre. Et puis, il y a quelque chose qu'on n'a absolument pas évoqué en 45 minutes. Il y a quand même la géopolitique, c'est quand même pas tout rose. Alors, je sais bien, on peut toujours dire, on s'en fiche, ça fait 50 ans qu'on vit avec. Mais il y a quand même 2 guerres, il y a 3 conflits potentiels. On écoute la radio, la guerre des 2 Corées, Taïwan, même si Taïwan, c'est peut-être la chose qui est peut-être la moins... possible à court terme, il y a tout ça qui peut ralentir la croissance. Les bateaux qui font le tour de l'Afrique du Sud, voilà, donc c'est ça l'interrogation. Et ça ralentit la croissance et en même temps, ça remet un choc d'offres. On a vu que le choc d'offres, pour certains secteurs d'activité, c'était quand même de la marge supplémentaire. Ça crée aussi cet effet prix, profit, etc. Est-ce que ça entretient pas aussi encore cette mécanique pour un peu plus longtemps que ce qu'on imaginait? Oui, mais un ralentissement du commerce international, ça n'a quand même jamais été très bon, quoi. Voilà, donc les taux, il faudra voir la raison. Et encore une fois, c'est pas important. Les taux vont baisser 5, 6 ou 7 fois. Et à partir de mars ou de juin, c'est pas très grave. Après, moi, c'est vraiment la croissance mondiale. Si elle tombe à 2% au lieu de 2,5%, c'est pas rien, quoi. Alors, c'est pas du tout les prévisions, mais c'est ça qu'il va falloir regarder. C'est pas du tout pricé dans le marché. C'est pas pricé dans le marché du tout, et comme le risque géopolitique n'est pas pricé. J'ai l'impression qu'on va avoir les premières baisses de taux telles que signalées par la Fed, que tout le monde imaginera que c'est la recalibration attendue qui permet cet atterrissage en douceur, et puis plus on continuera d'avoir des baisses de taux, plus on y verra le reflet d'une inquiétude ou d'un risque réel sur la croissance qui se matérialiserait ensuite. Il est certain qu'on est sur la ligne de crête là, sur les prochains trimestres, à mon sens. C'est-à-dire que là, on a une hausse des taux courts très violente, ou une normalisation, bien sûr, à partir de niveau anormalement bas. Mais la hausse a été extrêmement violente. C'est pour que le stock de dette, petit à petit, s'imprègne de ces taux potentiellement plus élevés. Ça dépend bien sûr des secteurs, de la structure financière des entités, des sociétés concernées, de la duration moyenne, donc selon les pays, les secteurs, etc., les mœurs, les usages, taux variables, taux fixes pour l'immobilier, etc. Donc ça se diffuse de façon très inhabituelle. Mais comme la hausse a été très violente, je dirais, une fois qu'on verra que ça se diffuse, ça ira vite. Mais pour l'instant, on ne le voit pas. Mais on ne le voit pas aussi parce qu'on a des déficits budgétaires dans les pays, dans la plupart des pays, pas seulement dans les pays, qui sont incroyables, alors même qu'on est dans une phase de croissance économique. Et face à ça, des bilans des ménages et des entreprises qui sont quand même plutôt sains, plutôt solides. Effectivement. Et pour en revenir aux taux, on a une courbe des taux qui est inversée, c'est-à-dire des taux courts qui sont au-dessus des taux longs depuis maintenant plus de 20 mois. Et ça encore, c'est un record depuis la récession en double dip des années 80. Et en règle générale, les récessions suivent des périodes de longue inversion, de courbes des taux inversées. Et quand les courbes des taux redeviennent normales, c'est-à-dire que les taux courts baissent sensiblement, ce qu'on anticipe tous, on le sait souvent pas encore, mais on est en récession. Et je dirais que c'est la courbe de réponse des banquiers centraux, dans ces cas-là, est généralement accélérée par le fait que on a des signes tangibles et effectifs. Donc là, c'est très compliqué, ligne de crête entre la lutte contre l'inflation et le fait de ne pas précipiter quand même l'économie mondiale dans une récession trop dure. La Fed commencera à baisser ses taux pour assurer le soft landing, et puis on pourrait s'apercevoir que les effets d'inertie, de décalage sont forts, pèsent plus fortement que ce qu'on imaginait sur la croissance, et du coup ça déclenche d'autres types de baisses de taux derrière, qui seraient plutôt destinés à lutter contre une récession. Et si on revient sur le marché, ce qui est intéressant, c'est de regarder la réaction du marché. Il y a quelques semaines, donc on était à fond la caisse, il va y avoir une baisse des taux, c'est bon, c'est super, peut-être mars, février, peut-être même fin janvier, enfin n'importe quoi. Et on a été un peu déçus, donc le marché a reculé. Ça n'a pas duré longtemps, parce que le marché il ne veut pas rater ce moment quand les taux vont commencer à baisser. Et à la limite, en tant que banquier central, comme la situation est quand même incertaine et qu'on pourra peut-être avoir besoin à un moment donné de baisser les taux très fort si jamais ça dégénère vraiment, si jamais Trump venait à gagner, on ne sait jamais, ou des trucs très graves, genre conflit, etc., où on aura besoin d'injecter. Et comme le marché, il attend ça,
et qui ne va pas s'amuser à baisser avant que les taux aient vraiment baissé. Donc on peut y avoir, vous savez, un peu un truc d'anticipation. Oui. On avait déjà eu ça dans le passé, hein, c'est-à-dire on disait on attend la baisse, puis non, pas tout de suite. Ah bon, bah, c'est le marché reculait. Il y a un truc performatif, quoi. Un voilà, peu. c'est ça. Et puis, en fait, ça marche. Hein. Ouais. Donc, bien sûr. donc ça peut peut-être oui. être un... Bon, après, les banquiers centraux, ils voient ça plutôt comme un challenge. Le plus le marché monte, le plus les taux baissent, les taux de marché, le moins nous, Banque centrale, on sera amené à baisser nos taux. Hein. Oui, donc oui, c'est un peu circulaire dans les deux sens, quoi. En attendant, les marchés, ils sont euphoriques, hein, quasiment. Ouais. Hein. Donc ça peut être tentant de se dire, bon, on va pas se précipiter. Et mars, c'est pas forcément un moment où les banques centrales commenceraient à baisser leurs taux. Donc peut-être attendre l'été et voir encore une fois ce qui se passe, parce que quand même il y a beaucoup d'incertitudes, même sur l'inflation, sur la croissance. Pourquoi se précipiter surtout qu'ils peuvent par derrière jouer aussi avec le bilan. Donc bon, pas d'urgence. Eric, pour conclure. Oui, non mais Non, j'écoutais Alain, mais effectivement, pourquoi ils se précipiteraient? Ils ont mis 2 ans à asseoir une crédibilité en disant on va lutter. Pourquoi? Parce que Jérôme Powell, un 14 décembre dernier, nous a dit qu'il y avait un risque à maintenir les taux trop longtemps, trop élevés, qu'ils avaient bien ce risque en tête, et que 15 jours avant, il nous disait qu'il n'y aurait pas de hausse de taux, que c'était pas de baisse de taux, que c'était ailleurs for longer. Entre-temps, il y a la vigueur de l'économie américaine qui est toujours là. Au fur et à mesure des stats, le marché se réajuste. Hein. Mais voilà, pour moi, c'est bien les stats qui donnent le tout, verdict. C'est de prouver que les prochains mouvements, effectivement, seront à la baisse. Mais pourquoi se précipiter? Enfin, autant garder... Et la raison de la bonne tenue des marchés américains et de l'économie américaine vient aussi largement de leur capacité à extraire du pétrole et le vendre. Hein. Non, mais c'est quand même un truc dingue. Ça ruisselle. Hein. Puis là, c'est au max. Ça ruisselle bien. Hein. 13,3 millions de barils jour atteints la semaine du 20 décembre. C'est un record historique ever. L'activité au Texas, non mais c'est complètement dingue. Donc, bon. Sous administration Biden. Oui, mais pourquoi pas? Vous savez que les démocrates s'en servent comme argument de campagne en disant, vous voyez, nous aussi, on est capable. On a laissé faire. On est capable de produire du pétrole. Oui. Les autres n'en produisent pas. Quoi. On est pragmatique. Ouais. Voilà, sur cette discussion, BCE, donc cette semaine, ce sera jeudi, le premier grand rendez-vous Banque Centrale de la semaine. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Alain Pitous, Senior Advisor ESG, Eric Turgeman, co-directeur de la gestion collective d'Ophi Invest AM et Gilles Bazissière, président d'Equity GPS. Chaque lundi, nous retrouvons Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, pour notre quart d'heure américain hebdomadaire. Nous allons parler de politique, bien sûr, dans quelques instants. Mais d'abord, le sujet business du moment, c'est celui de l'immobilier américain, avec un secteur particulier qui reste très compliqué, le secteur de l'immobilier de bureau. Alors, Greg, loin de moi la volonté de casser l'ambiance du conte de fées, mais c'est stupéfiant de voir que le secteur de l'immobilier de bureau, alors que l'Amérique a échappé jusqu'à présent à la récession, est dans sa pire récession depuis au moins 40 ans. Et de voir quelles sont les forces derrière cette catastrophe qui risque d'empirer au cours des prochains mois pour des raisons de refinancement, d'expiration des hypothèques, de nécessité de refinancement à des taux qui vont être de toute façon plus élevés et dans des conditions d'accès au marché plus compliquées, puisque tout un pan entier du secteur qui traditionnellement finance l'immobilier de bureau aux États-Unis, les banques régionales, tout ce pan-là a décidé de tourner le dos à ce qui tout d'un coup lui apparaît comme quelque chose de toxique. Alors, quelques chiffres quand même qui sont assez stupéfiants. À peu près 20% en moyenne des immeubles de bureaux aux États-Unis sont vides. Pourquoi sont-ils vides alors que l'économie se porte bien? Parce que pour le moment, le monde d'après ne ressemble pas au monde d'avant dans le secteur du travail et que les Américains n'ont pas trop envie de retourner travailler tous les jours dans leur cubicule. Ils sont très bien restés au moins 1, 2, 3 jours à la maison pour ne se rendre au bureau qu'un minimum de jours. Et en dépit de toute la pression qui s'est exercée sur les employés américains pour qu'ils reprennent leurs vieilles habitudes, les employeurs n'arrivent pas à faire revenir au bureau comme avant leurs employés. Et dans certains secteurs, la productivité n'en souffre pas trop. Quelques chiffres que je trouve absolument fascinants. Ce sont des chiffres qui mesurent le trafic.
physique d'individus qui entrent et qui sortent d'immeubles de bureaux. Il y a des entreprises qui suivent ça très très bien aux États-Unis et les chiffres sont très parlants. En moyenne, si l'on compare la fin 2023 à la période comparable antérieure à la pandémie, on est en termes de volume de trafic de personnes physiques à 36% en dessous. Pour certaines villes, c'est pire. Pour Chicago, c'est 45%. Pour San Francisco, c'est 53%. Et pour New York, c'est intéressant. Là, on voit que le management des grandes sociétés financières et des grandes banques a tout de même réussi à obtenir des choses de ses employés. La chute est de l'ordre de 20%. Dans ces conditions-là, on voit qu'au Texas, mais particulièrement aussi en Californie et notamment à San Francisco, qui est devenu un petit peu l'exemple caricatural de la situation, où la richesse de cette métropole s'est faite sur la technologie qui précisément permet aux gens de rester chez eux et de ne pas aller travailler au bureau, eh bien, un tiers des immeubles de bureaux à San Francisco sont vacants. C'est une catastrophe pour tout le commerce local du centre-ville qui vivait précisément de la présence de gens riches qui, à l'heure du déjeuner, allaient au restaurant ou allaient dans les drugstores. Ouais, c'est un système presque qui s'est effondré, ou en tout cas qui est en profonde mutation de ce point de vue-là. Et effectivement, les États-Unis restent assez en avance, et les anglo-saxons en général restent assez en avance sur le travail à domicile et toutes les conséquences que ça peut avoir pour cet immobilier de bureau et l'écosystème autour de l'immobilier de bureau. Pierre-Yves, l'autre question, est-ce qu'on va insister à l'investiture républicaine la plus rapide de l'histoire, Pierre-Yves ? Ah, c'est possible. C'est même possible que demain soir, tout soit fini. La semaine dernière, je pensais que Nikki Haley allait battre Ron DeSantis et nous étions séparés en disant si quelqu'un peut battre Trump, c'est Nikki Haley. Alors cela reste vrai. Ron DeSantis est arrivé deuxième, mais pratiquement à égalité avec Nikki Haley dans l'Iowa. Et puis tout à l'heure, Ron DeSantis a annoncé qu'il laissait tomber. Donc, il n'y a plus que Nikki pour barrer la route à l'investiture de Donald. On est dans le New Hampshire, un État qui est très différent de l'Iowa, où les indépendants, ceux qui sont inscrits sur les listes électorales comme indépendants, peuvent participer à la primaire républicaine. Et le miracle n'est pas à exclure. Nikki Haley pourrait battre Donald Trump demain, mais il n'y a pas grand monde qui y croit vraiment. Et ensuite, les choses se compliquent considérablement pour Nikki Haley parce que la prochaine grande primaire, c'est dans l'État de son domicile, l'État dont elle a été gouverneur, la Caroline du Sud. C'est en gros dans un mois. Et là, pour le moment, Donald Trump est lui aussi est très, très, très en avance. Donc, tout pourrait s'arrêter très, très vite. Si l'on regarde les derniers sondages, Ron DeSantis faisait 8% dans le New Hampshire. Si on ajoute ces 8% au dernier score que faisait dans les sondages Nikki Haley, on reste très très loin des 54% de Donald Trump dans le New Hampshire. Qu'est-ce que ça changerait pour Trump si la voie était totalement dégagée dès les prochains jours ou dès les prochaines semaines, Pierre-Yves, dans sa stratégie ? Alors, il y a un mot qui est sorti des années 90, je crois, de la campagne de Bill Clinton, c'est ce qu'on appelle « the big mo », « the big momentum ». Quand vous pouvez montrer que vous avez une dynamique, vous allez, dans vos messages de communication politique, montrer que cette dynamique correspond, vous allez faire croire qu'elle correspond à un grand soutien, à une grande vague populaire. De toutes les procédures judiciaires qui sont en cours contre Donald Trump, en gros, il y a 4 catégories, il y a 91 chefs d'accusation, mais les plus sérieuses sont celles qui relèvent du pénal et qui sont censées commencer, à moins que la date soit repoussée, mais a priori le 5 mars, le procès pour son incitation à l'insurrection et sa tentative pour suspendre la validation des résultats de l'élection. Il est très difficile pour Donald Trump de ne pas apparaître comme la victime d'une persécution si, d'ores et déjà, demain ou après-demain, il est virtuellement assuré d'avoir l'investiture du Parti républicain. Il va faire face à toutes ces procédures comme la pauvre victime d'une incroyable persécution démocrate, antidémocratique.
et il cherche à retourner l'argument des démocrates qui consiste à dire Donald Trump est un danger pour la démocratie, il n'a pas le droit de se présenter, il est trop dangereux, il a systématiquement violé les lois et la Constitution américaine. Et c'était très important pour Donald Trump, un, pour faire des économies dans sa campagne, deux, pour mieux combattre toutes les procédures qui sont en cours contre lui, de boucler très très vite ses primaires. Il est possible que ça soit fait à temps pour, au plus tard, le 5 mars. Voilà donc pour le Momentum Trump. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi pour ce quart d'heure américain hebdomadaire à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.